Ça t'est déjà arrivé de te retrouver assis en face de quelqu'un, vraiment en face, et de te sentir complètement seul alors que cette personne était là, à quelques centimètres de toi? Rien n'est vraiment allé de travers. Personne n'a haussé le ton, mais quelque chose a changé dans l'air. La pièce est devenue plus silencieuse, d'une façon que tu n'arrives même pas à nommer, et te voilà reparti dans cette boucle familière, la même spirale. Pourquoi est-ce qu'il s'éloigne juste au moment où j'essaye de me rapprocher? Est-ce qu'il perd de l'intérêt? Ou est-ce que je ne suis tout simplement pas assez? Qu'est-ce que j'ai encore fait de travers cette fois? Mais voici ce que personne ne prend le temps de t'expliquer. Cette froideur que tu prends en pleine figure n'est peut-être pas du tout ce que tu crois. Il se pourrait que ce ne soit pas un éloignement, que ce soit même l'inverse exact, parce qu'il existe un vieux paradoxe de l'amour, l'un des plus mal compris de tous. Un mécanisme où la distance ne signifie pas moins d'attachement, mais parfois beaucoup plus. Où le froid n'est pas l'absence de feu, mais une main posée dessus pour l'empêcher de trop se voir. Et voici ce que tu vas comprendre aujourd'hui. 6 signes qui révèlent que cette froideur n'est pas du détachement, mais un déguisement. 6 signes qui, une fois que tu les auras vus, vont faire apparaître tout leur comportement sous un jour radicalement différent et te permettre enfin de respirer. Mais attention, il y aura aussi une mise en garde, parce que tout froid ne cache pas un feu, et il faudra savoir faire la différence. Premier signe. L'autre se souvient de tout ce que toi t'avais oublié. Avant d'entrer dans ce premier signe, il faut poser une chose, un cadre sans lequel tout le reste risque d'être mal compris. Parce que la plupart des gens font, face à la froideur, une erreur de lecture fondamentale. Quand quelqu'un devient froid, distant, difficile à atteindre, on lit ça comme un verdict. On se dit, ils ne ressentent plus rien, ils se sont détachés, je ne suis plus ce qu'ils veulent, l'étincelle est morte. La froideur devient, dans notre esprit, la preuve d'une absence de sentiment. C'est l'interprétation automatique presque universelle. Mais il existe une autre explication, et elle change absolument tout. Cette froideur n'a parfois rien à voir avec un manque d'amour. Elle a tout à voir avec la façon dont quelqu'un a appris à aimer, bien avant de te rencontrer. Réfléchis-y. Quand une personne a déjà été blessée, trahie, abandonnée, quand on lui a fait sentir qu'elle était trop pour quelqu'un qui offrait trop peu, son système apprend une stratégie de survie. Reste sur tes gardes. Reste froid. Ne leur montre jamais à quel point ils comptent. Parce que le jour où tu le montreras, tu redeviendras vulnérable et tu pourrais te perdre encore une fois. La froideur, alors, n'est pas le contraire de l'amour. C'est une armure enfilée précisément parce que l'amour est là et qu'il fait peur. Et voici la thèse qui va traverser tout cet épisode, celle qu'il faut garder en tête à chaque signe. Plus quelqu'un s'efforce de paraître froid, plus il est parfois proche de céder. Pourquoi? Parce que l'indifférence, la vraie, n'a besoin d'aucune protection. On ne bâtit pas de mur autour de ce qui nous est égal. On ne se protège que de ce qui pourrait nous atteindre. Donc l'effort même de froideur trahit souvent qu'il y a dessous quelque chose d'assez fort pour valoir la peine d'être caché. On ne met la main sur une flamme que quand elle brûle assez pour se voir de loin. La vraie question n'a donc jamais été « est-ce qu'ils tiennent encore à moi ?» La vraie question c'est « est-ce qu'ils se sentent assez en sécurité pour me montrer à quel point ?» Et une fois que tu regardes les choses sous cet angle, tout leur comportement se met à raconter une autre histoire. Attention, un mot de prudence avant d'avancer, parce que je veux pas te vendre une lecture magique. Tout ça vaut quand il y a, par ailleurs, un attachement réel. La froideur ne cache pas toujours un feu. Parfois, elle dit simplement le désintérêt ou le besoin sincère de partir. Ce cadre n'est donc pas une loi universelle qui transformerait chaque distance en preuve d'amour secret. C'est une clé de lecture possible, à confirmer par l'ensemble des signes qu'on va voir. Garde cette lucidité, elle te protégera. Cela posé, entrons dans le premier signe. Et c'est le plus discret de tous, celui qui passe presque toujours inaperçu parce qu'il ne ressemble à rien de spectaculaire. Voici comment ça se présente. Au détour d'une conversation, l'autre mentionne quelque chose que tu as dit il y a 3 semaines, en passant, sans y penser. Une remarque anodine sur ta mère. Une histoire que tu as racontée une seule fois à propos d'un boulot que tu détestais. Un petit détail sur ta façon de prendre ton café, un truc tellement insignifiant que toi-même tu pensais pas que ça valait la peine d'être retenu. Et là tu te figes une seconde. Attends, comment est-ce qu'ils savent ça? Je me souviens même pas leur avoir dit. La plupart des gens interprètent ça de travers. Ils se disent, c'est étrange, c'est un peu envahissant, ils tiennent les comptes. Mais voici ce que presque personne n'explique. Quelqu'un d'indifférent ne collecte pas ces informations sur toi. Quelqu'un qui s'en fiche ne retient pas
la phrase exacte que tu as employée à propos d'une chose qui te tenait à cœur un mardi soir, il y a des mois, ça ne l'intéresse pas, ça ne s'imprime pas. Parce que il faut comprendre une chose simple sur la façon dont fonctionne la mémoire humaine, hein. On retient pas tout, loin de là. Notre cerveau trie en permanence, il jette la quasi-totalité de ce qu'il perçoit. Ce qui reste, ce qui se grave, c'est ce à quoi on accorde de l'importance. On se souvient de ce qui compte. On oublie ce qui nous est égal. C'est une loi presque mécanique de l'attention. Et c'est pour ça qu'il y a un contraste si net entre l'indifférence et l'attachement, sur ce point précis. L'indifférence, c'est oublier. Non par méchanceté, simplement parce que ça s'est pas fixé. L'attachement profond, lui, c'est se souvenir. Retenir les fragments, même les plus minuscules. Quand quelqu'un range soigneusement en lui chaque petit morceau de toi, y compris ceux que tu jugeais toi-même sans valeur, c'est qu'une part d'eux a déjà décidé, en silence, que tu valais la peine d'être gardé. On ne mémorise pas avec autant de soin ce qui nous laisse froid. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre la façon dont tu retiens les détails d'un inconnu croisé dans le métro et la façon dont tu retiens ceux d'une personne qui t'obsède. L'inconnu, tu l'oublies avant même d'être descendu à ta station, son visage s'efface, tu ne saurais pas le décrire 1 heure plus tard, mais la personne qui occupe tes pensées, c'est l'inverse. Tu te rappelles la couleur exacte de son pull ce jour-là, une phrase qu'elle a lâchée et qui t'a marqué, un détail que personne d'autre n'aurait remarqué. Pourquoi cette différence ? Parce que ton attention n'était pas au même niveau. Sur l'inconnu, elle était à 0. Sur l'autre, elle était à fond. Donc, quand quelqu'un se souvient de tes détails avec cette précision troublante, c'est pas un hasard, ni de la surveillance. C'est le signe que son attention, quand elle est posée sur toi, est réglée au maximum. Il t'écoute d'une façon dont il n'écoute presque personne d'autre, et ça se commande pas. On se force pas à retenir. Ça se produit tout seul. Quand quelqu'un compte, et voici la partie qui rend ce signe si contre-intuitif, et qui explique pourquoi il s'accompagne souvent de froideur. Se souvenir de toi à ce point, ça les rend vulnérables. Réfléchis-y, connaître quelqu'un avec ce niveau de détail, c'est déjà être profondément impliqué, c'est avoir laissé cette personne prendre une place immense dans sa tête, et pour quelqu'un qui a déjà été blessé par le passé, cette implication est terrifiante, parce qu'elle est la preuve, à leurs propres yeux, qu'ils sont déjà trop attachés, qu'ils sont allés trop loin, trop profond. Et le trop profond, quand on a déjà souffert, c'est précisément la zone de danger. Alors regarde le paradoxe. D'un côté, ils t'écoutent avec une attention totale, ils enregistrent tout. De l'autre, cette attention même les effraie parce qu'elle leur révèle l'ampleur de leur attachement. Et pour compenser cette peur, ils se refroidissent, ils prennent leur distance, ils masquent. Comme si le fait de te connaître si bien devait être caché à tout prix parce que le montrer reviendrait à avouer à quel point tu comptes déjà. C'est pour ça que ce signe est si déroutant vu de l'extérieur. Tu vois quelqu'un de distant, de fermé, et en même temps quelqu'un qui se souvient de la façon dont tu tiens ta tasse. Ces deux choses semblent se contredire. Elles ne se contredisent pas. Elles sont les deux faces d'une même réalité, un attachement fort et la peur de cet attachement. La mémoire trahit l'intérêt. La froideur cache cet intérêt. Ensemble, elles racontent quelqu'un qui tient plus qu'il ne veut le laisser paraître. Maintenant, je dois rester honnête, parce que la justesse compte. Se souvenir de détails n'est pas, à soi seul, une preuve absolue d'amour caché. Certaines personnes ont simplement une excellente mémoire, elles retiennent les détails de tout le monde, c'est leur fonctionnement, pas un signe d'attachement particulier. Et à l'inverse, quelqu'un peut oublier des choses tout en tenant sincèrement à toi, parce qu'il est distrait, débordé ou juste peu doué pour les détails. Un signe seul ne fait pas une conclusion. Ce qu'il faut regarder, c'est le tableau d'ensemble. Ce signe prend son sens quand il s'accompagne d'autres marques d'investissement réelles, celles qu'on va voir dans la suite. Si quelqu'un se souvient de tes détails et t'observe et te cherche à sa façon et revient toujours, alors le faisceau devient parlant. Mais isolé, un bon souvenir reste juste un bon souvenir. Ne construis pas tout un espoir sur un seul indice. Lis l'ensemble, pas le fragment. Voilà le premier signe. Quand l'autre se souvient de ce que toi-même tu avais oublié, ce n'est ni de la surveillance, ni du hasard. C'est le signe d'une attention réglée au maximum
qu'ils cachent souvent derrière une distance, parce que ce savoir si attentif les rend vulnérables. Mais il y a un deuxième signe, encore plus déroutant. Un moment où la distance ne surgit pas après une dispute ou un problème comme on s'y attendrait, mais juste après que tout soit devenu parfait. Juste après que ça soit devenu réel. Et ce timing étrange raconte quelque chose de précis. C'est ce qu'on va voir maintenant. Deuxième signe. L'autre se retire pile au moment où ça devient réel. Passons à un signe dont le timing est si étrange qu'il déroute presque tout le monde, parce qu'il prend le contre-pied exact de ce à quoi on s'attend. Normalement, quand est-ce qu'on s'attend à ce que la distance apparaisse dans une relation après quelque chose qui a mal tourné? Une dispute, une déception, une lente dérive qu'on a laissé s'installer pendant des mois. La distance dans notre esprit, c'est une conséquence, l'effet d'un problème. On la voit venir, après le froid, après le heurt, mais avec certaines personnes, c'est l'inverse total qui se produit. La distance ne surgit pas après un problème. Elle surgit juste après un sommet, juste après que la proximité ait atteint son point le plus haut. Voici la scène typique. Le week-end dernier, tout était parfait. Vous avez partagé un moment rare. Un de ces instants où vous vous êtes regardé, où la pièce entière est devenue silencieuse, où tu t'es dit, intérieurement, voilà, c'est ça, c'est réel, quelque chose est en train de naître, une vraie connexion. Et puis, le lundi matin, un message qui ressemble à celui d'un collègue. Bonjour, point. Puis plus rien pendant des heures. Un silence qui tombe, juste après le plus beau moment. Et là, forcément, tu paniques. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout était parfait, et d'un coup, le mur, la plupart des gens lisent ça comme un refroidissement, comme le signe que l'autre prend ses distances parce que l'intérêt retombe. C'est l'interprétation la plus naturelle et c'est souvent la plus fausse parce que voici ce qui se passe vraiment. L'autre ne se refroidit pas, l'autre est submergé. Il faut comprendre ce mécanisme parce qu'il est au cœur de tout. Quand la connexion commence à devenir vraiment réelle, quand elle franchit un certain seuil, un seuil invisible mais bien précis, quelque chose se déclenche chez les personnes qui ont appris à se méfier de l'amour. Pas une pensée, une alarme, une réaction quasi automatique qui dit c'est trop, tu te rapproches trop, recule avant qu'il voit tout, avant d'être complètement à découvert. Et cette alarme ne se déclenche pas quand ça va mal. Elle se déclenche quand ça va trop bien. Parce que c'est le trop bien qui représente le danger, pour eux. Regarde le paradoxe, il est vertigineux. Ce n'est pas la dispute qui les fait fuir, c'est la douceur. Ce n'est pas le conflit qui déclenche le retrait, c'est l'intimité. Le moment magnifique que vous venez de vivre, celui qui t'a rempli de joie et d'espoir, c'est exactement celui qui, chez eux, a fait retentir la sirène. Vous avez vécu le même instant, mais toi, il t'a ouvert, et eux, il les a terrifiés. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Imagine quelqu'un qui a longtemps eu le vertige, et qui grimpe pourtant sur un sommet magnifique. Tant qu'il monte, tant qu'il est concentré sur l'effort, ça va. Mais au moment précis où il atteint le sommet, où il découvre la vue splendide, où il pourrait enfin savourer, c'est là que le vertige le saisit. Pas pendant la montée difficile, au sommet, devant la beauté. Parce que c'est en haut qu'il mesure le vide sous ses pieds, la hauteur de la chute possible. Alors il recule, il s'agrippe, il redescend un peu, non pas parce que la vue est laide, mais parce qu'elle est trop belle et trop haute à la fois. Quelqu'un qui se retire après un pic de proximité, c'est exactement ça. Le beau moment, c'est le sommet. Et au lieu de pouvoir le savourer, il ressent le vertige, la conscience aiguë de tout ce qu'il pourrait perdre s'il tombait amoureux pour de bon. Alors il redescend un peu, il crée de la distance. Non pas parce que la connexion était mauvaise, mais parce qu'elle était si bonne qu'elle lui a donné le vertige. Et ça change complètement la lecture. Ce que tu prenais pour un rejet, ce message froid du lundi matin, n'était pas un pas en arrière par désamour. C'était un pas en arrière par peur de l'ampleur de son propre désir. C'est pas de toi qui s'éloigne. C'est de l'intensité de ce qu'ils ressentent pour toi. Une intensité qui les effraie parce qu'elle les rend vulnérables. Alors, qu'est-ce qui aide dans ces moments? Et surtout, qu'est-ce qui n'aide pas? Ce qui n'aide pas, c'est de faire ce que ton instinct te pousse à faire. Poursuivre, multiplier les messages, exiger une explication, provoquer la grande conversation sérieuse au pire moment, juste au moment où l'autre est en pleine alarme. Parce que tout ça ne fait que augmenter l'intensité qu'il cherchait justement à fuir. Tu ajoutes de la pression sur quelqu'un déjà submergé,
Tu confirmes que se rapprocher de toi mène à plus de pression, pas à plus de sécurité. Ce qui aide, c'est presque l'inverse. C'est de rester stable, chaleureux mais tranquille, présent mais sans panique, de ne pas transformer leur retrait en drame. La vraie intimité, celle qui dure, ne se construit pas dans les grands moments spectaculaires. Elle se construit dans les tout petits instants. Cette petite respiration juste après que quelque chose a changé entre vous et que vous l'avez senti tous les deux. Le choix de rester curieux plutôt que de te braquer. Le choix de lever les yeux vers l'autre plutôt que de fixer ton téléphone avec anxiété. C'est là, dans ces micro-moments, que la sécurité se tisse. Et voici ce qui change tout. Quand tu cesses de les poursuivre dans ces moments de retrait, quand tu restes solide et serein pendant qu'ils s'éloignent un peu, très souvent ils reviennent. Parce que ils ne fuyaient pas toi, ils fuyaient à quel point c'était en train de devenir sûr, sérieux, réel. Et quand ils constatent que le rapprochement n'a pas déclenché la catastrophe qu'ils redoutaient, que tu es toujours là, calme, l'alarme s'apaise, ils peuvent revenir vers le sommet, un peu plus rassurés. Mais je dois poser ici la nuance honnête, parce qu'elle est importante. Ce schéma, retrait après le pic de proximité, est un signe d'attachement effrayé quand il s'inscrit dans un mouvement de va-et-vient. Ils s'éloignent, puis reviennent. Ils prennent de la distance, puis se rapprochent à nouveau. C'est cette oscillation qui révèle le conflit intérieur entre le désir et la peur. Le retrait est temporaire, suivi d'un retour. Ce qu'il ne faut pas confondre avec ce schéma, c'est un éloignement qui, lui, ne revient jamais. Si quelqu'un se retire et reste retiré semaine après semaine sans jamais retendre la main, ce n'est plus le vertige de l'attachement. C'est peut-être tout simplement un désengagement réel. Et là, la lecture rassurante, ils reviennent toujours, devient fausse et même dangereuse parce qu'elle te ferait attendre indéfiniment un retour qui ne viendra pas. La différence entre les deux, c'est le retour. Le va-et-vient est un signe d'amour effrayé. La distance qui s'installe pour de bon est un signe qu'il faut savoir lire autrement et respecter. Donc reste attentif à ça, restez stable et serein face à un retrait passager, oui, c'est ce qui aide, mais rester stable ne veut pas dire attendre éternellement quelqu'un qui en réalité s'en va vraiment. Le calme n'est pas la même chose que l'aveuglement. Voilà le deuxième signe. Quand l'autre se retire pile au moment où tout devenait parfait, c'est pas un refroidissement, c'est un vertige, la peur de l'intensité de son propre désir. Ta stabilité, si le mouvement est bien va-et-vient, est-ce qu'il leur apprend peu à peu que se rapprocher de toi ne coûte pas tout? Mais il y a un troisième signe qui fait mal, celui-là, parce qu'il ne ressemble pas du tout à de l'amour. Au contraire, il ressemble à du reproche permanent. Il te critique plus que quiconque sur des détails que personne d'autre ne remarquerait. Et pourtant, ce reproche cache souvent l'inverse de ce qu'il semble dire. C'est ce qu'on va voir maintenant. Troisième signe. L'autre te critique plus que n'importe qui d'autre. Abordons maintenant un signe qui fait mal, vraiment mal. Parce que celui-là ne ressemble pas du tout à de l'amour. Il ressemble à son contraire, à du reproche permanent, à une insatisfaction qui ne te lâche pas. Et pourtant, bien lu, il raconte souvent l'inverse de ce qu'il paraît dire. Voici comment ça se manifeste. L'autre te reprend. Surtout, ou presque. Ta façon de ranger la vaisselle, tes goûts musicaux, ta manière de parler au serveur quand vous sortez. Des choses tellement minuscules que même les gens de ta propre famille ne prendraient pas la peine de les relever, et tu finis par te demander, épuisé, mais pourquoi est-ce qu'ils sont toujours sur mon dos? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette loupe braquée en permanence sur mes moindres gestes? C'est une question légitime, et le poids qu'elle fait peser est réel. Mais avant d'en tirer la conclusion évidente, il ne m'apprécie pas, regarde une chose que presque personne ne remarque. Réfléchis honnêtement à qui exactement, hein. Ils critiquent comme ça. Est-ce qu'ils reprennent les inconnus dans la rue? Non. Est-ce qu'ils corrigent leurs collègues sur leur façon de faire? Non. Est-ce qu'ils ont un avis tranché sur la manière dont la personne à la caisse range les courses? Absolument pas. Ça leur est parfaitement égal. Ces gens-là peuvent faire ce qu'ils veulent, ça glisse, ça ne provoque aucune réaction. Mais toi, c'est différent. Sur toi, ils ont tout un système d'exigences, de préférences, d'attentes, et il faut se demander pourquoi. Pourquoi déploie-t-il autant d'énergie critique sur toi et zéro sur des dizaines d'autres personnes qu'il côtoie chaque jour? La réponse est troublante, mais lumineuse. On ne critique intensément que ce à quoi on accorde de l'importance. Suis bien ce raisonnement, parce qu'il renverse tout. L'indifférence ne critique pas, elle s'en fiche, justement. Quand une personne t'est égale,
ses défauts te sont égaux aussi. Tu perds pas ton énergie à vouloir la corriger, parce que ce qu'elle devient ne te concerne pas. En revanche, quand quelqu'un compte énormément pour toi, chacun de ses gestes prend soudain du relief. Tu as des attentes parce que tu es investi, tu réagis à ses défauts parce que son sort te touche. La critique intense n'est pas le signe qu'on se moque de quelqu'un, c'est paradoxalement le signe que on est loin d'être indifférent. Donc si tu es la personne qu'ils reprennent le plus au monde, ça veut dire presque mécaniquement que tu es aussi la personne dont la vie, la présence, la façon d'être compte le plus pour eux. Tu n'es pas une cible, tu es la seule personne à qui ils prêtent assez d'attention pour avoir des exigences. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à la différence entre un passant qui voit un tableau accroché dans un couloir et le peintre qui l'a réalisé. Le passant jette un œil, hausse peut-être les épaules et continue son chemin sans un mot. Ça lui est égal, ce n'est pas son œuvre. Le peintre, lui, ne peut pas s'empêcher de voir tous les détails à retoucher. Cette teinte, pas tout à fait juste. Ce trait qu'il aurait fait autrement. Cette zone à reprendre. Pourquoi cette différence ? Parce que le passant est indifférent à ce tableau, tandis que le peintre y a mis quelque chose de lui. C'est justement parce qu'il tient à cette œuvre qu'il en voit tous les défauts et qu'il veut la rendre meilleure. Quelqu'un qui te critique sans cesse, c'est souvent le peintre, pas le passant. Il voit tes détails parce qu'il te regarde avec une attention que les autres n'ont pas. Et c'est pas un hasard. Dans leur tête, sans qu'ils l'avouent, ils ont déjà commencé à te considérer comme quelque chose qui compte, une histoire qu'ils construisent, une vie qu'ils imaginent. Alors ils peaufinent, ils reprennent. Non pour te démolir, mais parce qu'une part d'eux te projette déjà dans leur avenir. Et voici ce qui rend ce signe si douloureux et si mal compris. La critique venant de quelqu'un d'investi ressemble à du rejet, mais elle dit souvent tout autre chose. Sous la surface, ce qui circule ressemble plutôt à « j'ai besoin qu'ils m'entendent vraiment », parce qu'ils sont la seule personne dont l'écoute compte pour moi. La critique ici est une tentative maladroite de connexion, une façon détournée de dire tu comptes assez pour que je me batte sur ces détails, assez pour que je me contente pas, assez pour que je veuille que ça marche. Ce n'est donc pas du chipotage gratuit. C'est souvent quelqu'un qui essaye, à sa manière imparfaite, de te construire une place assez solide dans sa vie pour pouvoir un jour t'aimer à voix haute sans avoir peur. Et quand tu cesses de prendre chaque critique comme une attaque personnelle, quand tu commences à écouter ce qui se joue vraiment en dessous, quelque chose change. L'autre arrête de ressembler à un problème permanent à gérer et commence à ressembler à une personne qui, à sa façon cabossée, tient à toi. Tu peux même répondre autrement, non plus sur la défensive, mais avec curiosité. Qu'est-ce qui te dérange vraiment là-dessous ? Souvent, la vraie réponse n'a rien à voir avec la vaisselle, mais, et c'est une nuance capitale, il faut savoir distinguer deux choses qui peuvent se ressembler et qui n'ont rien à voir. Il y a la critique de quelqu'un d'investi, celle dont on vient de parler. Elle porte sur des détails, elle est agaçante, mais elle n'attaque pas ta valeur en tant que personne. Elle dit, en creux, je tiens à toi et je voudrais que ça marche. Et puis il y a une toute autre chose qui n'est pas ce signe du tout, la critique qui rabaisse, celle qui vise ta valeur profonde, qui te dévalorise, qui te fait te sentir petit, nul, jamais à la hauteur, celle qui est méprisante, blessante, répétée dans le but de te diminuer, ça, c'est pas de l'amour déguisé, c'est du rabaissement et parfois de la maltraitance émotionnelle. Il faut jamais confondre les deux, ni excuser la seconde en la prenant pour la première. La ligne de partage est assez claire. La critique investie porte sur ce que tu fais, sur des détails, et elle cherche, même maladroitement, à améliorer la relation. Le rabaissement porte sur ce que tu es, il vise ton estime, et il te laisse systématiquement plus petit qu'avant. Si tu ressors de chaque échange en te sentant dévalorisé dans ton être même, ce n'est pas le signe qu'on t'aime en secret. C'est un signal d'alarme, et tu as le droit de poser une limite, ou de partir, donc garde cette lucidité. Oui, la critique sur des détails peut cacher un investissement réel, et mérite qu'on la lise avec douceur, plutôt qu'avec blessure. Mais non, ça ne veut pas dire tout accepter, ni interpréter le mépris comme une preuve d'amour. Le premier se comprend et s'apaise, le second se refuse. Voilà le troisième signe. Quand l'autre te critique plus que quiconque sur des détails que personne d'autre ne relèverait, c'est souvent parce que tu es la seule personne qui compte assez pour susciter des attentes. La critique investie est une connexion maladroite.
pas un rejet, à condition qu'elle vise tes gestes et non ta valeur. Mais il y a un quatrième signe, plus furtif encore. Un signe qu'on capte du coin de l'œil, littéralement. Ces moments où tu surprends l'autre en train de te regarder et où il détourne aussitôt les yeux, comme prise en faute. Ou ces moments où il fait mine de ne rien remarquer alors que tout en lui remarque. C'est ce qu'on va voir maintenant. Quatrième signe. L'autre t'observe et fait mine du contraire. Passons à un signe plus furtif que les autres. Un signe qu'on capte du coin de l'œil, littéralement, parce qu'il se trahit dans le regard et dans tout ce que l'autre déploie pour cacher ce regard. Ce signe prend deux formes, qui semblent différentes, mais qui racontent la même histoire. Un intérêt intense qu'on s'efforce de dissimuler. Voyons les deux. La première forme, c'est le regard dérobé. Tu es en train de faire quelque chose d'ordinaire. Tu ris avec un ami, tu fais défiler ton téléphone, tu discutes avec quelqu'un à une soirée, et machinalement tu lèves les yeux. L'autre était déjà en train de te regarder, mais à la seconde où tu croises son regard, il le détourne. Vite, presque brusquement, comme s'il venait d'être pris en flagrant délit, comme s'il avait été surpris à faire quelque chose d'interdit. La plupart des gens lisent ça de travers. Ils y voient de la gêne suspecte, presque de la culpabilité, comme si l'autre les observait pour une mauvaise raison. Mais voici ce qui change tout. Souvent, s'ils te regardaient, c'est simplement qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, et il faut comprendre ce que révèle, ou pas, le fait de suivre quelqu'un des yeux. Quelqu'un qui s'est détaché de toi ne te surveille pas dans une pièce. Il ne sait pas où tu te trouves à chaque instant. Il ne capte pas immédiatement quand ton humeur a changé, souvent même avant toi. Son attention est ailleurs. Tu n'occupes pas son champ de vision. C'est ça, le détachement. Tu sors du radar, mais quelqu'un qui te garde constamment dans sa vision périphérique, qui sait toujours plus ou moins où tu es, qui remarque le moindre changement sur ton visage, ce quelqu'un-là est tout sauf détaché. Son attention est aimantée par toi. Tu es dans toute la pièce la variable qu'il suit en priorité, celle qu'il ne perd jamais complètement de vue. Et ça ne se feint pas, on ne se force pas à suivre quelqu'un des yeux. Ça se produit tout seul. Quand cette personne occupe une place démesurée dans notre attention, le contraste est net. L'indifférence détourne le regard, non par gêne, mais par désintérêt. Elle regarde ailleurs, parce qu'ailleurs est plus intéressant. L'attachement, lui, continue de regarder. Il revient toujours vers toi, encore et encore, presque malgré lui. Et pourquoi détourne-t-il les yeux si vite quand tu les surprends? Voici la clé. Parce qu'être vu en train de te regarder exposerait tout ce qu'il s'efforce de cacher que tu les intéresses, qu'ils font attention à toi, qu'ils tiennent au point que ça commence à leur faire peur. Le regard surpris, c'est l'aveu involontaire. Et le détourner précipitamment, c'est tenter de reprendre l'aveu avant que tu ne l'aies vraiment lu. La froideur qui suit n'est pas réelle. C'est un mur dressé en urgence pour que tu ne vois pas à quel point il t'étudiait. La seconde forme de ce signe, c'est la jalousie déguisée en indifférence. Voici la scène. Vous êtes quelque part et quelque chose se produit. Quelqu'un t'écrit et sourit à ton téléphone. Une personne rit un peu trop longtemps à ta blague. Et tu remarques que, pour le reste de la soirée, l'autre est un peu différent, un peu plus silencieux, un peu plus froid, un peu plus distant. Et si tu demandes ce qui ne va pas, la réponse tombe glaciale. Ça va, je m'en fiche. Fais ce que tu veux. La plupart des gens prennent ce « je m'en fiche » au pied de la lettre. Grave erreur, parce que voici ce que presque personne n'explique. Un « je m'en fiche » prononcé par quelqu'un qui tient profondément à toi est souvent la phrase la plus chargée de toute la relation. Réfléchis à la mécanique. S'il tenait vraiment peu à toi, il s'en ficherait pour de bon, sans même avoir à le dire. L'indifférence réelle n'a pas besoin de s'annoncer. Elle ne remarque même pas la scène qui t'a valu un sourire. Mais si ils prennent la peine de te dire « je m'en fiche », tout en changeant d'humeur, c'est justement qu'ils s'en fichent pas du tout. Ils tiennent tellement qu'exprimer ouvertement leur trouble reviendrait à te donner un pouvoir énorme, celui de les blesser. Alors ils font semblant de ne rien remarquer. Mais tout, dans leur attitude, dans leur silence, dans leur distance soudaine, t'as déjà tout dit. Laisse-moi te montrer ce qui se passe en eux avec une image. Pense à un détecteur de fumée. Il a un défaut, il ne sait pas faire la différence entre un vrai incendie et une simple poêle qui fume un peu trop. Dans les deux cas, il déclenche l'alarme, à plein volume. Il raisonne pas, il réagit. Le système d'alerte de quelqu'un d'attaché fonctionne pareil.
Quand il perçoit une menace sur ce qui compte pour lui, même une menace minuscule, même imaginaire, l'alarme intérieure se déclenche. Ce sourire, ce rire, ça n'a peut-être aucune importance réelle, mais leur détecteur lui sonne quand même. Et ce que tu prends pour de la froideur de l'extérieur, c'est en fait tout un système d'alarme interne en train de retentir, précisément parce qu'ils tiennent plus qu'ils ne sont prêts à le montrer. Ils ne sont pas détachés, ils se protègent contre la possibilité que tu découvres l'ampleur exacte du pouvoir que tu as sur eux. Parce que sous le « je m'en fiche », il y a souvent une pensée du genre s'ils voient que je suis jaloux, ils sauront à quel point ils comptent pour moi, et ça, je peux pas encore le leur donner. La froideur cache la jalousie, et la jalousie révèle l'attachement. Ces deux formes, le regard dérobé et la jalousie masquée, disent donc la même chose au fond, un intérêt intense et un effort tout aussi intense pour le cacher. L'autre t'observe sans arrêt et se cache d'observer, l'autre réagit à la moindre menace et se cache de réagir. Dans les deux cas, la froideur n'est pas le sentiment vrai. C'est le déguisement du sentiment vrai, mais je dois poser la nuance, une fois de plus, parce qu'elle protège ta lucidité. Un « je m'en fiche » ne cache pas toujours une jalousie amoureuse. Parfois, un « je m'en fiche » veut simplement dire « je m'en fiche ». Et parfois, une jalousie n'est pas la douce preuve d'un attachement qui a peur, mais le début d'un contrôle possessif malsain. La différence est importante. La jalousie dont on parle ici est discrète, elle se cache. Elle ne cherche pas à te surveiller ni à restreindre ta liberté. Elle se contente de trahir un trouble que la personne préférerait cacher. Mais si la jalousie se transforme en interrogatoire, en contrôle de tes fréquentations, en reproche qui limite ta vie, alors ce n'est plus un tendre aveu déguisé. Et c'est un signal d'alarme, et il ne faut pas le romantiser. Donc garde le discernement. Le regard qui te suit et se dérobe, la jalousie qui se cache pudiquement, oui, ce sont souvent les marques d'un attachement qu'on masque. Mais la surveillance, le contrôle, la possessivité qui t'enferme, non, ça c'est pas de l'amour timide. C'est autre chose dont il faut se méfier. L'attachement caché respecte ta liberté tout en te suivant des yeux. Le contrôle, lui, cherche à te la retirer. Voilà le 4e signe. Quand l'autre t'observe, puis détourne vite les yeux, quand il dit « je m'en fiche » tout en changeant d'humeur, c'est pas de l'indifférence, c'est un intérêt intense qu'il cache pour ne pas exposer le pouvoir que tu as sur lui. Tant que ça reste discret et respectueux de ta liberté, mais il y a un 5e signe, celui que tout le monde a vécu sans jamais réussir à le nommer. Ce balancier épuisant entre le chaud et le froid, un élan soudain, puis un silence brutal. Une main tendue, puis plus rien. Et tu es souvent le seul à sentir osciller ce pendule. C'est ce qu'on va comprendre maintenant. 5e signe, le chaud-froid, ce balancier que tu es souvent seul à sentir. Abordons maintenant un signe que presque tout le monde a vécu, mais que peu de gens arrivent à nommer clairement. Ce balancier épuisant entre le chaud et le froid. Un élan, puis un silence. Une main tendue, puis plus rien. Et le plus déroutant, c'est que tu es souvent le seul à sentir ce pendule osciller. Voici la scène, tu la reconnaîtras sans doute. Un soir, à une heure tardive, l'autre t'envoie un message sur quelque chose d'anodin. Une chanson qui lui a fait penser à toi. Une pensée en l'air à propos d'un truc que tu avais dit 2 jours plus tôt et qui lui est resté. Et toi, tu respires, tu te dis, voilà, ils tiennent à moi, c'est évident. Puis 3 jours de silence complet. Plus rien. Le vide. Et tu commences à te demander si t'as pas rêvé tout ça. Si t'as pas surinterprété un simple message. Ce balancier chaud, froid, proche, absent, revenu, la plupart des gens le lisent comme un jeu. Ils pensent qu'on les manipule, qu'on souffle le chaud et le froid exprès pour les tenir en haleine. Et parfois, c'est vrai, il faut le dire. Mais très souvent, c'est pas ça du tout. Voici ce qui se passe vraiment, dans le cas qui nous intéresse. L'autre ne joue à aucun jeu. L'autre livre une guerre à l'intérieur de lui-même. Il faut comprendre cette guerre, parce qu'elle explique tout le mouvement. Chez quelqu'un dont l'attachement a été blessé, 2 forces cohabitent et elles tirent dans des directions opposées. D'un côté, le désir de toi, l'envie de se rapprocher, de tendre la main, de te dire qu'il pense à toi. De l'autre, la peur de ce désir, la terreur de ce qui arrive quand on laisse quelqu'un entrer pour de bon. Et ces 2 forces ne s'annulent pas. Elles s'affrontent, en permanence. Alors regarde le mécanisme du balancier. Quand l'autre se sent proche de toi, quand la tendresse monte, la peur se réveille et le tire en arrière. Il se retire, il se tait,
il met de la distance, puis quand il s'est suffisamment éloigné pour se sentir de nouveau en sécurité, le désir reprend le dessus et il retend la main, un message tardif, une attention. Et le cycle recommence. Chaud quand le désir gagne, froid quand la peur gagne. C'est pas une stratégie, c'est le va-et-vient d'un système d'attachement coupé en deux. Le message de 2 heures du matin et le silence des 3 jours suivants ne sont pas contradictoires. Ils sont les 2 faces de la même guerre. Le message, c'est le désir qui a percé. Le silence, c'est la peur qui a repris le contrôle. Tu ne reçois pas des signaux incohérents, tu reçois les oscillations en temps réel d'un combat intérieur. Laisse-moi te montrer ça avec une image. Pense à quelqu'un qui, par une nuit glaciale, se tient près d'un feu de cheminée. Le froid dehors le pousse à s'approcher des flammes, il a besoin de cette chaleur. Mais dès qu'il s'approche trop, la chaleur devient brûlante, presque douloureuse, et il recule d'un pas. Puis le froid le reprend, alors il se rapproche à nouveau. Puis ça brûle encore, alors il recule encore. De l'extérieur, on dirait qu'il n'arrive pas à se décider, qu'il joue avec le feu. En réalité, il est simplement pris entre 2 inconforts, le froid qui le pousse vers toi et la brûlure qui le fait fuir. Il cherche la bonne distance, celle où il aurait chaud sans se brûler, et il ne la trouve pas encore. Quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, c'est souvent ça. Le feu, c'est toi, c'est la connexion. Il a besoin de ta chaleur, alors il s'approche. Mais dès que c'est trop intense, ça le brûle, ça réveille sa peur, alors il recule. Il n'est pas cruel, il n'est pas calculateur, il est juste incapable, pour l'instant, de trouver la distance où il pourrait rester près de toi sans que ça le terrifie. Et voici ce qui circule tranquillement en lui quand il t'envoie ce message tardif après des jours de silence. Quelque chose comme « j'ai besoin qu'ils sachent que je pense encore à eux, mais j'arrive pas encore à le dire vraiment à voix haute ». C'est un aveu à demi-mot. Une main tendue à moitié, juste assez pour te garder prêt, pas assez pour se mettre complètement à découvert. Ce n'est donc pas de la désinvolture. C'est souvent quelqu'un au bord de céder qui essaye de te donner juste ce qu'il faut pour ne pas te perdre, sans se perdre lui-même dans l'opération. Alors qu'est-ce qui aide face à ce balancier? Parce que c'est un des schémas les plus éprouvants à vivre. Ce qui n'aide pas, c'est de monter sur le balancier avec l'autre, de t'enthousiasmer follement à chaque phase chaude, puis de t'effondrer à chaque phase froide, parce que là, ton propre état se met à osciller au rythme du sien, et tu deviens dépendant de ses allées et venues pour ton équilibre. Tu poursuis pendant les hauts, tu paniques pendant les bas, et ce faisant, tu ajoutes de l'intensité au système, ce qui accentue justement la peur qui déclenche les retraits. Ce qui aide, c'est de rester, toi, le point fixe, de ne pas t'emballer démesurément quand il se rapproche, ni de sombrer quand il s'éloigne, de rester chaleureux et stable dans les 2 phases. Parce que celui qui cesse de courir après les hauts et de paniquer pendant les bas apprend doucement quelque chose à l'autre et à son propre système. Que cette fois, l'amour qui s'apprête à entrer ne coûtera pas tout, que la chaleur est là, constante, sans brûlure. Et c'est cette constance précisément qui finit par apaiser la guerre intérieure, parce qu'elle prouve que la bonne distance existe, que l'on peut être proche sans être englouti. Mais je dois poser la nuance, encore une fois, parce qu'elle est vitale sur ce signe en particulier. Ce balancier est le signe d'un attachement effrayé quand le chaud est réel et récurrent. Quand, malgré les silences, l'autre revient sincèrement, avec de vraies marques d'attention, une vraie présence dans les phases chaudes. Là, l'oscillation raconte un conflit entre le désir et la peur, et ta stabilité peut aider. Mais il faut absolument distinguer ça de 2 autres situations qui se ressemblent en surface. La première, c'est la vraie manipulation. Certaines personnes soufflent le chaud et le froid délibérément, comme un outil de contrôle pour te maintenir accroché et anxieux. La différence, c'est l'intention et l'effet. La manipulation te laisse épuisé, dévalorisé, dépendant, et le chaud sert d'appât, pas d'élan sincère. La seconde situation, c'est le désengagement progressif. Quelqu'un dont les phases chaudes s'espacent, faiblissent, deviennent des miettes de plus en plus rares, n'est pas forcément en guerre intérieure. Il est peut-être simplement en train de partir, lentement. Donc voici la lucidité à garder. Face à un balancier, ne conclue pas automatiquement à l'amour effrayé. Regarde la qualité et la constance du chaud. Si les phases chaudes sont sincères, généreuses, et qu'elles reviennent vraiment, alors oui, tu as sans doute
affaire à un attachement qui a peur et ta stabilité est précieuse. Mais si le chaud n'est qu'un hameçon qui te laisse plus mal à chaque fois, ou s'il s'amenuise jusqu'à disparaître, alors rester le point fixe ne suffira pas, et t'accrocher te ferait du mal. Il y a des balanciers qu'il vaut mieux quitter que stabiliser. Voilà le 5e signe. Le chaud-froid n'est pas toujours un jeu, c'est souvent le va-et-vient d'un attachement coupé en deux, entre le désir et la peur. Ta constance peut apaiser cette guerre, à condition que le chaud soit sincère et récurrent, et non un appât ou une flamme qui s'éteint. Mais il reste un 6e signe, le plus troublant de tous. Le moment où l'autre semble annoncer la fin, où il prononce des mots qui te tombent sur la poitrine comme une pierre. Et c'est justement là, sur ce dernier signe, qu'il faudra le plus de lucidité, parce que c'est celui qui peut le plus facilement t'égarer. 6e signe, l'autre fait comme si c'était fini, juste avant de revenir. On arrive au dernier signe, et c'est le plus troublant de tous, celui qui peut le plus t'égarer aussi. Alors je vais le traiter avec un soin particulier, parce que mal compris, il peut faire beaucoup de mal. Voici comment il se présente. À un moment, l'autre prononce des mots définitifs. Quelque chose comme « je crois qu'on devrait juste rester amis » ou « j'ai besoin d'espace » ou encore « je ne sais pas si tout ça a encore un sens ». Et ces mots te tombent sur la poitrine comme une pierre, le souffle coupé, la sensation que le sol se dérobe. La plupart des gens voient ce moment et pensent « c'est la fin ». C'est terminé. Et parfois, oui, ça l'est, je vais y revenir, parce que c'est capital. Mais dans le cas d'un attachement effrayé, celui dont on parle depuis le début, il se passe parfois autre chose, de plus subtil. Voici cette autre possibilité. L'autre ne part pas vraiment. Il teste la sortie. Il a besoin de vérifier que tu ne le laisseras pas disparaître si facilement. Il faut comprendre d'où vient ce comportement, parce qu'il a une logique. Quelqu'un qui a été abandonné ou qui a appris que l'amour finit toujours par le lâcher, porte en lui une question terrifiante. Est-ce que celui-là aussi va me laisser tomber? Est-ce que je compte assez pour qu'on se batte pour moi? Ou est-ce que je suis, comme toujours, quelqu'un qu'on laisse partir sans effort? Et parfois, plutôt que de vivre dans l'angoisse de cette question, une part d'eux la met à l'épreuve, ils poussent vers la porte, ils prononcent les mots de la fin, non pas parce qu'ils veulent partir, mais pour voir ce que tu vas faire, pour vérifier les fondations avant d'oser construire dessus. C'est au fond une question déguisée en déclaration. Quand ils disent « je crois qu'on devrait en rester là », ce qu'ils demandent vraiment, sans le formuler, c'est « es-tu du genre à te battre pour moi ou du genre à me laisser m'effacer? Es-tu solide ou vas-tu craquer comme les autres ?» Et voici le piège cruel de ce test, celui où presque tout le monde tombe. La plupart des gens, face à ces mots, paniquent, ils supplient, ils argumentent. Ils déploient leur amour de la façon la plus désespérée possible. Tu peux pas me faire ça, je ferai tout, ne pars pas. Et ils croient bien faire, ils croient prouver leur amour. Mais regarde ce que ça produit chez quelqu'un dont le système est déjà effrayé par l'intensité. Chaque geste désespéré confirme exactement ce qu'ils redoutaient, que tu tiens à eux au point que les perdre te détruirait. Ce qui veut dire qu'ils ont un pouvoir énorme sur toi. Ce qui veut dire qu'ils sont dangereusement importants. Ce qui réveille leur peur de plus belle et les pousse à reculer encore davantage pour se protéger de ce qu'ils ressentent. La supplication qui voulait les retenir les fait fuir. Laisse-moi te montrer avec une image ce qui, à l'inverse, les rassure. Pense à quelqu'un qui a peur qu'un pont ne tienne pas son poids. Il s'avance prudemment, puis il recule, méfiant. Si tu te mets à secouer le pont dans tous les sens pour lui prouver ta présence, tu ne fais que confirmer sa peur, ça bouge, c'est pas sûr, il faut fuir. Mais si le pont reste parfaitement stable, immobile, solide, quoi qu'il fasse, alors, peu à peu, il ose poser un pied puis l'autre. C'est pas l'agitation qui le rassure, c'est la stabilité imperturbable. Face à ces mots de rupture, ce qui apaise n'est donc pas la panique, mais une présence stable, chaleureuse, tranquille, une réponse du genre « je comprends et je suis là quand tu seras prêt, mais je ne vais nulle part dans la précipitation », une réponse qui ne supplie pas, mais qui ne fuit pas non plus, qui dit « tu comptes » et en même temps je ne vais pas m'effondrer. Cette posture-là apprend à leur système quelque chose qu'il a peut-être jamais appris, que cette fois, être aimé ne mène pas à la catastrophe. Et souvent, ils reviennent, non par manipulation, mais parce que ils avaient besoin de vérifier que les fondations tiendraient avant d'oser s'appuyer dessus. Mais maintenant, écoute-moi très attentivement, parce que voici la nuance la plus importante de tout cet épisode. Et si tu ne dois retenir qu'une chose, que ce soit celle-ci, tout je crois qu'on devrait en rester là,
n'est pas un test. Très souvent, c'est exactement ce que ça dit être, une vraie faim, un vrai désir de partir. Et croire systématiquement que c'est un test, une mise à l'épreuve à laquelle il faut résister en s'accrochant, c'est l'une des erreurs les plus dangereuses qu'on puisse commettre en amour. Parce que voilà où ça peut mener. Si tu te persuades que chaque au revoir cache un secret reste donc, tu risques de ne plus jamais respecter un non, de t'accrocher à quelqu'un qui veut sincèrement s'en aller, de transformer son départ en une épreuve que tu dois gagner en refusant de le laisser partir. Et ça, c'est pas de l'amour. C'est ne pas entendre l'autre. C'est lui refuser le droit de partir. Personne ne doit se sentir prisonnier d'une relation parce que l'autre a décidé que son départ n'était qu'un test. Alors comment faire la différence? Elle est plus claire qu'on ne croit. Le faux départ, celui de l'attachement effrayé, s'inscrit dans un ensemble. Il y a à côté tous les autres signes qu'on a vus, la mémoire des détails, le regard qui te suit, les phases chaudes sincères, le va-et-vient. La personne pousse vers la porte, mais tout le reste de son comportement crie l'attachement. Et surtout, quand tu réponds avec calme et sans supplier, elle revient et la relation avance vraiment. Le vrai départ, lui, est cohérent et constant. La personne se désengage sur toute la ligne, pas seulement en parole. Elle ne revient pas, ou elle revient seulement pour repartir de la même façon, sans que rien ne progresse. Elle exprime, de manière répétée et stable, son désir de fin. Et quand tu lui laisses de l'espace, elle prend cet espace et s'éloigne pour de bon, avec soulagement, pas avec manque. La règle d'or, la voici. Si tu dois deviner qu'un départ est un test, c'est probablement que ce n'en est pas un. Un attachement effrayé se trahit par une foule d'autres signes d'investissement autour. En leur absence, prends les mots au sérieux. Le respect de la parole de l'autre passe toujours avant ton espoir qu'il n'ait pas voulu dire ce qu'il a dit. Donc la posture juste, c'est pas de t'accrocher coûte que coûte en te disant que c'est un test, c'est de rester stable et digne, sans supplier ni fuir, et d'observer si l'autre revient et que la relation grandit, tant mieux, les fondations tiennent. Si l'autre s'en va vraiment, alors ta stabilité t'aura au moins permis de le laisser partir avec dignité, sans t'être humilié, sans avoir piétiné ton propre respect. Dans les deux cas, tu restes entier. C'est ça, la vraie force. Pas retenir l'autre à tout prix, mais rester solide, quelle que soit sa décision. Voilà le 6e signe. Le faux départ peut être, chez un attachement effrayé, une vérification des fondations à laquelle une présence stable répond mieux que la supplication, mais seulement quand il s'entoure de vrais signes d'attachement. Sinon, un départ est un départ, et il se respecte. Et maintenant, prenons un peu de hauteur, parce qu'il faut relier tout ça et se quitter sur l'essentiel. Ces 6 signes ne sont pas des astuces pour décoder quelqu'un comme on force une serrure. C'est pas une liste à cocher pour se prouver qu'on est aimé en secret. C'est autre chose. C'est une invitation à regarder plus clairement, à reconnaître que parfois, sous la glace que quelqu'un a construite pour se protéger, brûle un attachement bien plus grand qu'il n'ose le montrer. Que la froideur n'est pas toujours l'absence de feu, qu'elle peut être une main posée dessus pour l'empêcher de trop se voir. Mais, et j'y insiste une dernière fois parce que c'est le cœur de la justesse, ces signes ne valent que dans un ensemble cohérent et jamais contre la parole claire de l'autre. La froideur ne cache pas toujours de l'amour. Parfois, elle dit simplement le désintérêt ou le besoin réel de partir. Et le plus grand respect que tu puisses avoir pour quelqu'un, c'est de le croire quand il te dit ce qu'il ressent, plutôt que de réécrire ses mots pour qu'ils correspondent à ton espoir. Ce que ces signes changent vraiment, c'est pas ta capacité à manipuler l'autre pour qu'il reste, c'est ta façon de te présenter. Quand tu cesses de prendre chaque froideur comme un verdict personnel, quand tu commences à voir la protection possible derrière la distance, tu arrêtes de réagir dans la panique et tu commences à répondre avec calme. Et l'autre le sent, avant même que tu aies dit un mot, parce que voici ce que je veux te laisser, bien après la fin de cet épisode. La vraie intimité ne commence pas le jour où tu trouves la bonne personne. Elle commence le jour où tu deviens toi-même quelqu'un d'assez stable, d'assez solide, pour qu'une personne effrayée puisse enfin cesser de fuir près de toi. Et où en même temps, tu es assez lucide et assez respectueux de toi pour savoir quand quelqu'un ne fuit pas par peur, mais s'en va vraiment. Ces deux forces ensemble, la stabilité et la lucidité, voilà ce qui fait un partenaire sûr et une personne libre. Si ce chemin t'a parlé, tu peux laisser un mot en commentaire pour me dire lequel de ces 6 signes t'a le plus éclairé.